Il est 14 heures. Je vous invite à cette table ronde Industrie 4.0. On va voir si le point zéro est justifié ou pas. Nous avons 1h30 qui est prévue à l'horaire. En gros, on va faire une petite heure d'échange devant vous. Vous êtes bienvenus d'intervenir. Mais surtout, la dernière demi-heure, je vais me promener, et peut-être j'en sera plusieurs, avec microphone, de façon à recueillir vos questions, vos questionnements. Il n'y a pas de questions sottes, il n'y a que des réponses. Et nous sommes là pour les réponses, donc vous voyez où est le problème. Ce sera chez nous. Je vois des spécialistes du 4.0 dans la salle, donc ils auront aussi l'occasion d'avoir le microphone. Suivez mon regard. Donc il y a des gens qui sont déjà désignés pour tenir le crachoir à part nous. Nous sommes sur le 4.0. Et quand je dis nous, je ne vais pas vous présenter exhaustivement tout le panel. Vous avez des industriels, un directeur d'école, personne n'est parfait, quelqu'un en liaison avec la promotion économique, en liaison avec le politique, et certainement qu'il y a aussi un éclairage intéressant de ce point de vue-là. Chaque fois que l'on prendra la parole, on essayera de rappeler en gros qui on est, comme ça, vous pourrez nous mettre une étiquette avec une chance qu'elle dure. Donc mon nom est Éric Rosset, vous l'aurez deviné, je suis le modérateur de cette table ronde. J'enseigne dans une école d'ingénieurs à Genève. Personne n'est parfait là aussi. Bien. Le 4.0 pour les nuls. Qu'est-ce que le 4.0 ? Je vais me tourner vers mon voisin de gauche. Immédiat. Philippe. Faut appuyer sur un truc. Non, tu parles. Je parle. Et tu dis qui tu es. Et je dis qui je suis. En plus. Tu viens de le dire. Donc Philippe Grise, directeur d'une école qui a, on va dire, tout intérêt à se préoccuper de tout ça, puisqu'on est dans un territoire, l'arc jurassien, où on a 50% des emplois dans le secteur secondaire. Avec, finalement, toute une logique contre nous. Des salaires hyper hauts, pas de ressources naturelles, pas de place, tout est cher. Et pourtant, on fait de l'industrie. Pourtant, on exporte. Pourtant, ça nous fait vivre. Tiens, salut Yves. Pourtant, on fait des miracles au quotidien. Basés d'un côté sur des savoir-faire qui datent de 150 ans, ces fameux paysans horlogers, cette faculté à avoir le micron gros comme un mètre, qui rebute personne. Avant d'avoir ce travail-là, j'ai passé 13 ans dans une PME qui faisait de la machine-outil, où j'ai dû aller au Japon pour m'apercevoir qu'on était les seuls au monde à maîtriser finalement en dessous de 500 microns, c'est chez nous. Et puis maintenant confronté à quelque chose qui est venu, on va dire d'Allemagne finalement. Cette industrie 4.0 est une marque allemande, une marque, un label allemand, pour dire il se passe un truc. Et puis là, on est tous partis comme d'habitude quelque part à dire mais on va aller chercher on a besoin de... On est matérialiste, on a besoin de comprendre, on a besoin de toucher. Alors on y a mis d'abord, dans un premier temps, des robots. À parler robots, additive manufacturing à fond. Et pour ce qu'on fait dans des pièces microtechniques, avec ses savoir-faire, ses mains, ce côté artisanat, on se dit mais non, c'est pas complètement ça. Je sais pas comment on va créer de la valeur avec ces briques technologiques, comme on dit aujourd'hui. Mais en fait, les enjeux, c'est pas ça. C'est complètement autre chose. Puis c'est ça qui nous a fait basculer, tu me dis quand on a marre de m'entendre, qui nous a fait basculer en tant qu'école en comprenant d'autres enjeux, beaucoup plus globaux. La fabrication, finalement, qu'on a aujourd'hui, notre organisation dans les entreprises et dans beaucoup de choses qu'on fait, remonte à Taylor. Finalement ce passage à un artisanat corporatiste, chacun dans son coin, qui ne se parle pas, je ne dis pas qu'on se parle chez nous beaucoup, mais à quelque chose de plus organisé, mais dans une logique d'il y a un siècle et quelques. Et finalement tout ce qu'on entend, et c'est ça ce 4.0 qu'il faut essayer de sortir de briques technologiques, c'est déjà de comprendre les enjeux là derrière en se disant mais une fabrication aujourd'hui qui est rentable parce qu'on produit en masse, parce qu'on délocalise, parce que finalement on a encore nous ce savoir-faire-là qui protège une certaine industrie à haute valeur ajoutée, mais sinon l'usine du monde c'est la Chine.
Mais maintenant, c'est comment on sert de tout ce qu'on a pu entendre, de cette techno, de toute cette potentielle efficacité, création de valeur, pour rajeunir ou améliorer ou rendre encore plus efficace finalement une industrie en transformant son côté, c'est là maintenant que je ferme ma gueule, qui n'est pas agile. Elle n'est ni flexible ni agile. Alors, il faut reconnaître qu'il faut s'appeler Philippe Grise, directeur d'une école d'ingénieurs, pour dire ce n'est pas des briques technologiques qui sont importantes, surtout dans ce salon. Il faut avoir un certain courage. Alors, en parlant de courage, je vais me tourner vers la personne qui est peut-être le plus en lien avec le milieu politique. Alors, est-ce que c'est quelque chose de politique, ce 4.0 ? Totalement, parce que le 4.0 est hyper transverse, donc tout le monde au quotidien est touché par ça. Ce que j'aime bien dire, c'est que le 4.0, la révolution ou les changements de paradigme qu'on vit, ça nous touche tous. Pour l'industriel, je prends un exemple concret. Genève, l'arc jurassien, énormément horloger. Aujourd'hui, quand on discute avec les sous-traitants horlogers, ils disent on vit un changement de paradigme énorme, c'est qu'on n'a plus de visibilité sur notre portefeuille de commandes. On avait une visibilité à 6 mois, aujourd'hui c'est une visibilité mensuelle ou à 2 mois. Et surtout, on a des tailles de lots qui sont beaucoup plus petites et on nous demande de faire au même prix que des tailles de lots plus importantes. Et là, tout ça au niveau du politique, c'est que ça change énormément de choses. Le rôle du politique et le rôle d'instituts comme celui de l'OPI, c'est de protéger le PIB du canton, au-delà de ça, des autres organismes aussi du territoire fédéral helvétique, et aussi de protéger l'emploi. Donc c'est clair que c'est une notion qui est très importante pour le politique, c'est de pérenniser l'industrie sur le territoire ici. Donc toutes ces notions-là sont très importantes et on a tout un système et un chapelet d'organismes de soutien qui parfois peut paraître un peu confus, mais au niveau cantonal et dans chaque canton, il y a des organismes qui sont référents pour accompagner les entreprises dans leur transition numérique et digitale. Quand on parle d'ailleurs de ça, c'est pas que les technologies. On parle de l'organisation, on parle de l'humain, on parle de l'employabilité, on parle du développement durable. On parle même aujourd'hui de société 4.0. Société 4.0, c'est quoi demain l'accord cadre d'un contrat de travail ? Est-ce que c'est 5 jours par semaine ? Est-ce qu'on est multi-employeur d'employés ? C'est quoi le salaire universel ? Et ça, les politiques aussi s'y intéressent. C'est un changement qu'on vivra nous aussi en tant qu'employés d'industrie, etc. Et bien entendu, après, on a les organismes intercantonaux. Et là, on travaille en inchance collective. Il faut savoir que Genève travaille avec 7 autres cantons, qui soient du Valais, Neuchâtel, Fribourg, Jura, Berne et Vaud. On a des projets en commun pour accompagner aussi les entreprises, du soutien au financement, du soutien à la mise en relation qualifiée avec des sociétés, des startups qui ont des technologies qui peuvent aider les entreprises à mettre ce fameux pied dans la transition numérique ou digitale ou révolution 4.0 ou 8.0, peu importe. Alors on est à fond dans le vocabulaire du 4.0. C'est presque du patois de Canaan, c'est difficile à comprendre. Est-ce que pour les industriels qui sont là autour de ce panel, ça représente quelque chose de concret ? Peut-être Pierre, si tu veux dire comment tu vois le 4.0, comment ça peut trouver une réalité chez toi, chez les gens qui sont dans ce salon. Alors, bon, clairement, les différenciations qui sont faites ici au niveau des différents aspects du 4.0, hein, des aspects Pierre Voumard, donc directeur R&D de Tornos, pour ceux qui n'auraient pas les bonnes lunettes pour voir ce qui est marqué à l'écran. Merci Pierre. Absolument, ouais, c'est moi. Donc, cette différenciation qui est faite des différents aspects hein, qui sont liés à l'industrie 4.0, que ce soit au niveau des produits. Alors ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui très palpables et puis c'est probablement ce que vous avez en tête, puis c'est ce que vous allez voir, c'est la partie la plus visible de ce que vous allez pouvoir observer ici dans le salon, en particulier sur notre stand. Hein, c'est les solutions techniques qui sont offertes à ce niveau-là. Et puis qui s'appuie évidemment sur les progrès qui ont été faits ces dernières années avec les technologies au niveau des possibilités d'interconnexion des dispositifs, avec la standardisation qui vient soutenir ces possibilités d'interconnexion pour les rendre encore plus faciles, avec l'évolution évidemment aussi de tous les capteurs qui offrent des possibilités d'amener de l'information qui doit être diffusée dans ces systèmes-là. Mais ça, c'est la partie, je dirais, la plus perceptible en tant qu'industriel. Un deuxième niveau, c'est que ces changements-là, ils amènent toute une série de services nouveaux qui sont complémentaires aux produits, qui existaient certainement dans une forme préliminaire, mais qui vont être révolutionnés, alors cette fois-ci vraiment plus que les produits, par l'introduction de l'industrie 4.0. Et puis évidemment, si on va changer de façon profonde cette chaîne de valeur, puisque les services vont prendre plus d'importance par rapport aux produits, c'est clair que c'est l'organisation même de l'entreprise qui va être impactée. Donc il faut bien garder en tête ces différents éléments. Souvent, nous en tant qu'ingénieurs, on voit cette partie qui est très liée aux produits, mais c'est beaucoup plus vaste que ça.
On parle de services. Laetitia, peut-être un mot sur des nouveaux services. Donc Laetitia Ducruet, une habituée du salon sous une ancienne étiquette. Peut-être tu peux dire un mot de ton parcours et ce qui t'a amené ici. Oui, alors moi j'ai passé 14 ans dans l'impression 3D ou la fabrication additive et je suis aujourd'hui chez Biels qui accompagne les industriels à changer de paradigme de production pour aller vers l'industrie 4.0 et notamment pouvoir produire au plus près du besoin, la bonne quantité et au moment opportun. Donc c'est vraiment un changement de modèle industriel qui demande... ou qui est une révolution directement parce qu'en fait, on a vraiment une téléportation des pièces et la possibilité de réaliser uniquement les pièces nécessaires et donc de dématérialiser les stocks. Donc c'est vraiment le changement qu'on propose à nos clients industriels et qui passe notamment par une première partie qui est un accompagnement. Et donc c'est cette partie-là qui est vraiment intéressante parce que on se rend compte que les entreprises ont des difficultés à passer le cap. Vraiment, on note une forte résistance au changement. Et donc ça, c'est lié aux humains, comme on disait précédemment, aux business models qui sont en place. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les industriels à changer leur façon de voir les choses. Et donc à proposer de nouveaux services à leurs clients et tout ça grâce à la fabrication additive et au cloud manufacturing. Donc la possibilité d'avoir accès à des technologies de l'additif de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus flexible. Si je permets un commentaire, c'est intéressant parce qu'ici on parle vraiment de nouvelles technologies. Donc c'est vrai qu'elle est née dans le temps de l'industrie 4.0, donc elle se projette très très vite vers ces nouvelles formes d'organisation, ces nouveaux services. À l'opposé, les technologies sur lesquelles on travaille, sur lesquelles sont basées nos machines, la poupée mobile a été inventée il y a plus d'un siècle. Bien sûr, elle a été fortement révolutionnée au cours des années, mais enfin les principes restent les mêmes. Donc les technologies de production, essentiellement, on est toujours dans l'enlèvement de copeaux comme on l'était depuis très longtemps. Et ça n'empêche pas que les besoins sont les mêmes et les évolutions vont être les mêmes. Alors c'est clair que les solutions sont différentes, mais les moteurs qui nous font évoluer sont vraiment les mêmes. Olivier, avec ton entreprise, est-ce que le 4.0, tu trouves ton compte sur ce qui est proposé ? Est-ce que tu as des besoins ? Est-ce que tu offres des services ? Alors bonjour. Bien le micro en face. Ouais. Oui, voilà. Donc bonjour, Olivier Cohn. Moi je représente la société Del West, qui est une PME d'origine américaine qui a une entité de 80 personnes en Suisse, qui est basée dans le canton de Vaud. Notre activité, c'est la sous-traitance dans des marchés plutôt premium, en particulier dans le domaine de la course automobile, l'automobile, on va dire, très haut de gamme et l'horlogerie de luxe. C'est vrai que l'industrie 4.0, pour une société de notre type, donc qui est active dans la sous-traitance, c'est un thème obligatoire, c'est un thème quelque part qui titille, c'est un thème aussi qui nous est imposé et qui nous est rappelé à intervalles très très réguliers, que ce soit en discutant avec des fournisseurs, des clients, des partenaires, et puis finalement qui force à se poser un certain nombre de questions, mais pour lesquelles les réponses ne sont peut-être pas très claires. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous expliquer à quel point on a tout compris sur l'industrie 4.0 et puis qu'on a une feuille de route hyper claire qui nous amènera dans 2 ans à révolutionner le monde. C'est plutôt vous donner une vue très pragmatique d'une société industrielle d'une taille moyenne qui s'y intéresse et qui également a parfois un côté un peu frileux. Non pas frileux, on va dire, de rejet, mais plutôt de se dire, mais attention, tout ça, en effet, c'est un changement de paradigme, c'est un changement profond qui a presque tentaculaire, qui met à mal beaucoup de choses, beaucoup de certitudes sur lesquelles on s'est appuyé, sur lesquelles on continue de s'appuyer. Et puis finalement, si on regarde ce que nos clients nous disent, ils ne nous disent pas nécessairement de changer. Mais donc voilà, donc on s'y intéresse. Ce qu'on veut éviter chez nous, c'est de
d'en parler, je dirais, sur un ton de marketing, c'est-à-dire dire qu'on en fait, en mettant en avant quelques buzzwords qu'on connaît tous, mais plutôt d'essayer de s'engager sur une voie qui est un petit peu plus peut-être pragmatique, en prenant aussi en compte le fait que, ben oui, nous sommes une PME et donc nous n'avons pas des moyens démesurés, nous avons des pressions qui sont importantes de la part de nos clients pour livrer à temps, développer de nouvelles choses, nouveaux produits. Et ce n'est pas nécessairement facile de dédier tout le temps nécessaire à une réflexion calme et sereine qui nous apporterait, on va dire, la voie vers la vérité. Donc aujourd'hui, très concrètement, ce que l'industrie 4.0 pour nous, elle se décline dans notre cheminement sur 2 thèmes. On a abandonné l'idée très concrète de commencer par définir une feuille de route très carrée, parce qu'on pense qu'on n'est pas suffisamment mûr pour le faire. On a pris une approche beaucoup plus, on va dire, empirique ou expérimentale, où on teste de petites choses. On a des différents éléments, que ce soit sur la connexion des machines, leur utilisation à distance, sur la réflexion sur les données qu'on a et leur valorisation, que ce soit en interne ou vis-à-vis de nos clients, réflexion sur nos produits. Mais c'est toujours on va dire des projets de petite taille, de manière à être capable de les gérer avec la structure que nous avons. Ça, c'est une chose. Et puis de l'autre, on travaille plutôt sur deux, trois domaines plutôt, on va dire un peu des briques fondamentales qui seront naturellement obligatoires. Je pense à notre infrastructure informatique, nos bases de données, et puis également tout ce qui touche à la connexion, l'IoT, donc la connexion de nos machines, qu'elles soient toutes récentes. Il y a des machines aujourd'hui sur le marché, on peut parler de Tornos, Pierre l'a fait avant, mais qui sont directement disponibles avec tout ce qu'il faut. Mais nous, aujourd'hui, on est comme on est, c'est-à-dire qu'on a des machines récentes qui ont été achetées cette année, mais on en a aussi qui sont beaucoup plus anciennes. Et quelque part, on est peu intéressé à avoir que quelques machines qui fonctionnent. Sur ce principe-là, on aimerait plutôt avoir la possibilité d'avoir un parc, on va dire, connecté de manière homogène, ou en tout cas dans les domaines où ça fait sens. Alors, je vais te laisser la parole parce que finalement, on vient d'entendre des tas de choses techniques, management, respect de l'homme, etc. Je me tourne vers le milieu, effectivement, et merci de prendre la parole. Sur le milieu académique, finalement, cet ensemble cohérent, est-ce que dans une haute école spécialisée, on est capable non seulement de le comprendre et de l'enseigner? Alors, je voulais juste rebondir en fait sur un mot. Non, mais qu'un mot Olivier a prononcé et qui est fondamental en fait. C'est le premier qui en parle, c'est expérimental. Tout ce dont parle là, quelque part, moi j'ai envie de nous retourner, et c'est ça qui nous a fait basculer, nous, comme école, dans la compréhension des enjeux. C'est un bouquin que j'ai lu qui sculptait pas les nuages, qui revenait sur les 10 ans déjà d'histoire de l'industrie 4.0 en Allemagne. Parce qu'ils sont partis il y a longtemps. Et puis, ce côté expérimental, parce que quand des entreprises viennent nous voir, et puis nous disent, mais finalement, qu'est-ce que je dois faire? Mais je suis incapable de répondre. Ça dépend de sa place dans la chaîne de valeur, ça dépend de finalement quelles sont ses contraintes, quelles sont... Ce qu'on n'a pas en Suisse, et là je fais aussi le lien avec Frédéric, ce qu'il a dit, on n'a pas de politique industrielle. On n'aura pas, comme en Allemagne, un gouvernement qui décide d'associer le ministère de l'économie, le ministère de l'éducation, et de déployer une vraie vague pour une prise de conscience de son tissu industriel. Ici, on a toujours été dans... les boîtes sont suffisamment grandes, intelligentes, pour savoir ce qu'elles doivent faire. Oui, sauf que toutes ces technos qui coûtent à intégrer, qui sont des risques à chaque fois, et en particulier pour des PME qui n'ont pas forcément le temps et l'argent pour investir et voir ce que ça peut donner, c'est compliqué. Et là, je dirais, mais retournons-nous encore une fois vers ce qu'ils ont fait. Ces Smart Factory qui sont là pour expérimenter dans une chaîne de valeur. Moi, j'ai été voir un truc qui était impressionnant en Allemagne dans le textile, à Aachen. Je ne savais même pas qu'ils avaient encore des écoles destinées au textile, où ils ont fait un truc en disant, OK, on doit embarquer nos PME et notre Mittelstand, les ETI, les entreprises de taille moyenne, et de dire, mais partageons en commun ce qui est intéressant de déployer chez nous ou pas. Et je crois que c'est un des enjeux fondamentaux pour nous. Ça commence à naître, on n'est pas en avance, mais ça commence à naître des lieux, et puis c'est là où je fais le lien avec des écoles, finalement des lieux neutres, qui vendent rien,
c'est notre cas, mais qui sont là au service de dire, voilà, c'est quoi notre chaîne de valeur dans nos territoires ? Chez nous, Orlo, Medtech, qu'est-ce qu'on peut expérimenter ? Quelle est notre mission là-dedans pour embarquer et des boîtes et là des étudiants ? Concrètement, sur des projets où on se dit, OK, on entend tous parler d'OPCUA, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour la dernière des boîtes qui l'utilisent ? De l'expérimenter, de le tester. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un robot collaboratif ? Jusqu'où c'est intéressant dans une prod à haute cadence ? Jusqu'où c'est intéressant juste dans une logique de logistique et de stock ? Mais ça, toutes les boîtes se posent ces questions et quelque part à nous d'y répondre d'une manière, et c'est là où on est plus dans une révolution culturelle que technologique, ensemble, dans une logique de chaîne de valeur qui n'a pas assez l'habitude de se parler. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait avec nos étudiants ? Déjà, on a une chance, nous, c'est que une de nos plus grosses filières de formation dans un territoire industriel basé sur des savoir-faire, c'est de l'informatique. Ça tombe bien. Avec une informatique embarquée, le bas niveau, le capteur, et une informatique de données, on va dire, plus de développement soft, etc. On essaye déjà de leur faire prendre conscience que leur savoir-faire de demain, quand ils sortent de chez nous, appliqué à un territoire industriel qu'ils ont des fois pas connaissance, parce que c'est des mondes cloisonnés encore aujourd'hui, ça serait bien qu'ils s'y intéressent. Ça serait bien parce qu'aujourd'hui, des boîtes de machines, et Pierre, il va me le confirmer, embauchent des ingénieurs informaticiens, parce qu'ils commencent à en avoir sacrément besoin. Et si on n'est pas capable de les former déjà dans une culture logique de savoir-faire et de lien entre un monde de l'informatique et un monde du... Comment je vais dire ça ? Mécanique, allez, je vais pas être méchant. C'est ça notre premier défi, c'est de faire rencontrer des mondes, de faire ces interconnexions qui est un autre maître mot finalement de cette industrie 4.0. Mais où est l'humain là-dedans ? Frédéric, tu l'as mentionné. Quelque part, est-ce que j'ai en face de moi un cobot, un chatbot, un robot, pour parler ancien ? Comment peut-on placer l'humain dans le 4.0 ? J'ai entendu le discours tout à l'heure, tu l'as dit, l'humain est au centre. L'humain est à cœur de la transformation. On est tous impactés par cette transition-là. Et du coup, je vais prendre le relais par rapport à tout ce qui est dit. On parle de chaîne de valeur, on parle d'expertise, on parle d'académique, on parle d'industriel, on parle d'intelligence collective. Je reviens là-dessus. Et je vais vous donner un cas concret par rapport à l'humain, comment est-ce qu'on peut l'accompagner. On prend le cas de la sous-traitance dans les contrôles optiques. Horlogerie, aéronautique, peu importe, médicale. Faut savoir que quand on est, par exemple, sous-traitant horloger, on contrôle visuellement, à l'œil nu, 30 cm sous une lumière comme ça. Puis quand on parle aux sous-traitants, on dit mais attention, il y a l'avènement de l'intelligence artificielle. Buzzword. Pour eux, ils ne savent pas trop ce que c'est l'intelligence artificielle. On va dire ça s'appelle du machine vision. Aujourd'hui, déjà, de manière très mature, on a des caméras qui vont contrôler des pièces et qui vont décider, via des algorithmes qu'on va éduquer, si la pièce est bonne ou pas bonne. Alors ce qu'on a essayé de faire à l'OPI, c'est on a mis autour de la table des experts comme le CSEM, que vous trouvez ici, qui fait de la recherche fondamentale et applicative intéressante. On a mis le Centre universitaire d'informatique. On a mis des sociétés comme CPA Automation, que certains connaissent, qui intègrent déjà du machine vision. On a mis aussi des experts qui sont des startups. Donc on retrouve finalement industriels, des PME, des startups, je m'entends, mais Biel, c'est vraiment le cas, et de l'académique. Puis on a fait de l'état de l'art pour les sous-traitants, qui n'ont jamais entendu parler d'intelligence artificielle ou de l'applicatif. Puis les experts ont dit aujourd'hui, ce qui est mature, c'est d'avoir une base de 1000 à 2000 images qui vont bien éduquer l'algorithme. Puis là, tout d'un coup, les sous-traitants horlogers ont levé la main, ils ont dit mais non, ça ne correspond pas à notre besoin. Nous, on a des petites séries, des petites pièces. Aujourd'hui, je fais de l'AQL, je ne contrôle pas à 100%. Et là, il y avait des donneurs d'ordre autour de la table, sous-traitance, puis il y en avait des clients horlogers, des très grandes marques. Puis ils ont dit oui, mais nous aussi, on est sur ce sujet-là, et probablement que dans 2 ans, on va vous demander de contrôler à 100%, mais pour le même prix qu'aujourd'hui. Et là, c'est le masque qui tombe, on dit comment je vais faire ? Je vais devoir recruter des gens, je dois payer le même prix qu'avant, enfin la marge elle va être érodée. Et là on dit voilà, on a mis une start-up qui s'appelle Cogito, et eux ils ont une technologie qui dit à partir de peu d'images, je peux commencer à faire des algorithmes, à les éduquer. Et là quand on parle de pragmatisme et qu'on parle de faire des tests, on a fait un POC, donc un petit proof of concept, avec 8 pièces au total, 4 pièces bonnes, 4 pièces mauvaises, et on a éduqué, puis on commence à avoir des résultats. Ah super, puis la technologie elle est mature comment ? On a besoin de vous. On a besoin de votre expertise et on a besoin de faire maturer la technologie. Et ça, c'est hyper important. Et la question qui est venue, c'est l'humain derrière, c'est l'employabilité. Aujourd'hui, des contrôleurs d'entrée ou de sortie de composants dans n'importe quel domaine manufacturier, il y en a des dizaines, voire des centaines de milliers en Suisse. Et c'est clair qu'à horizon de moyen terme, ce job-là va disparaître. En tout ou partie, en tout cas, va être réduit. Et là, c'est la notion qui est hyper importante de l'humain, c'est comment est-ce que j'accompagne aussi les collaborateurs dans cette transition-là.
comment est-ce qu'on les amène sur d'autres types de métiers. Alors tous les chiffres sont un peu euphoriques, etc., mais il faut quand même les replacer. Quand le WEF annonce comme quoi aujourd'hui et demain, à horizon de 5 à 10 ans, il y a 133 millions de jobs qui vont être créés avec l'avènement de ces nouvelles technologies versus 75 millions qui disparaissent. Moi, le message est positif, mais est-ce qu'on est sûr qu'un polisseur, qu'un contrôleur d'entrée va trouver un job dans des jobs où on va dire c'est de plus en plus sur du cognitif élevé, c'est sur la créativité, c'est sur la technologie? Non. Et ça, c'est hyper important. Les 2 points clés, c'est l'accompagnement de la transition de l'humain et c'est la formation aussi. La formation, elle est clé. Et la formation, d'ailleurs, là, il y a des changements de paradigme. On cherche beaucoup de gens qui sont dans l'informatique, le data science, programmation sur des machines à imprimante 3D, etc. Mais on a besoin aussi de main-d'œuvre qualifiée sur du polissage, etc. Parce que ce changement de paradigme est là. C'est que si on prend Suisse même, ils expliquent que, enfin, le chiffre montre que d'ici les 5 prochaines années, toutes les années, il y a 17 000 emplois qui vont être à pourvoir parce que des gens sont partis à la retraite pour des métiers qui sont de polissage, etc. Donc oui, il faut former sur ces métiers-là et il faut former aussi sur les robots collaboratifs qui vont, oui, peut-être remplacer les polisseurs. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a vraiment ce changement de paradigme et l'humain est à cœur. Nos emplois, nos technologies et protéger nos marges et clairement les entreprises ici. Donc l'humain est totalement à cœur et je reprends pour terminer là-dessus, ce qu'a dit Laetitia, c'est le frein au changement. Et ça, c'est hyper important en tant qu'entrepreneur, manager de proximité et quelqu'un qui est décisionnaire d'entreprise, c'est d'accompagner le changement aussi auprès des employés. Pour eux, il y a une énorme crainte par rapport à ça, qui est la première, c'est la perte de leur emploi. Et là, je pense qu'il y a vraiment une maïotique, un accompagnement de dire oui, on doit se réorganiser, mais c'est un changement qu'on doit faire tous ensemble. C'est pas le projet d'une équipe, c'est le projet de l'entreprise. Et ça, c'est aussi très important de le mettre en place. Alors, puisque l'humain est au centre, je signale qu'il y a quelques places vides encore devant pour ceux qui voudraient s'asseoir. Je signale aussi qu'il y a une traduction en anglais simultanée pour ceux qui seraient plus à l'aise avec l'anglais. N'hésitez pas, il y a les petits récepteurs qui sont à votre gauche et qui vous attendent. On parle de l'humain. Laetitia, tu proposes un service qui est disruptif. Tu proposes de faire fabriquer des pièces, non pas avec des procédés traditionnels en plus, de les balancer dans le cloud et de permettre à ce que ça soit réalisé et fabriqué à côté du client final, finalement. Est-ce que les gens ont confiance? C'est-à-dire, je regarde ton voisin, Del West, l'entreprise Del West a besoin de matériaux de très très haute performance. Est-ce qu'on peut envisager de sous-traiter cela? Alors oui, on peut l'envisager. Justement, le but, c'est d'être vraiment au plus proche du client, même en termes d'accompagnement et de comprendre l'usage de la pièce, de chaque pièce. Enfin, déjà, les enjeux de la société, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux de marketing, avec par exemple de la personnalisation de masse. Et une fois qu'on a compris ces enjeux, donc on passe un petit peu de temps à la découverte des besoins du client. Et ensuite, on peut identifier des pièces qui sont éligibles à ces technologies, ces nouvelles technologies. Et on travaille forcément en confiance avec nos clients, avec notre réseau de prestataires, puisqu'on s'appuie sur un réseau de prestataires international pour pouvoir proposer de la fabrication au plus près du besoin. Et tout ça se fait évidemment avec beaucoup de confiance entre les sociétés. Et voilà, c'est vraiment le point principal pour nous. C'est vraiment de pouvoir être force de proposition par rapport aux attentes de nos clients et de pouvoir proposer des solutions qui sont sécuritaires. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le cloud manufacturing, mais avec des données, donc avec de la smart data, avec de l'intelligence artificielle. On travaille aussi sur de la maintenance prédictive. Donc voilà, on optimise la production, on optimise les moyens de production, et tout ça en confiance avec nos clients. Mais est-ce que le client est éduqué? Alors, ça, c'est une mauvaise question, elle n'est pas très sympathique, mais finalement, on voit que c'est disruptif de tous les côtés. L'additive manufacturing, très bien, ça commence avec du polymère fondu, ça va avec du métal. Maintenant, on veut du mixte, métal, céramique, polymère, et on peut greffer un petit peu d'organique dessus. Est-ce que ceux qui développent ces solutions s'approchent de personnes comme toi, avec ton entreprise? Est-ce que des gens qui auraient besoin, qui rêveraient de ces matériaux mixtes, peuvent aussi s'approcher de toi?
quels sont les liens, quels sont les tissus économiques, quels sont les nouveaux mécanismes, les nouveaux réflexes qu'il faut avoir pour avoir une chance d'aboutir à un produit nouveau qui serve à quelqu'un? Oui. Alors, pour répondre dans l'ordre à tes questions, je vais essayer de me rappeler de tout. Donc oui, on n'a pas besoin d'être expert en impression 3D pour pouvoir réaliser des pièces via le cloud manufacturing. L'idée, c'est vraiment d'avoir pu mettre en place un logiciel, une plateforme en ligne qui soit la plus simple possible pour gérer son entrepôt virtuel, puisque nos clients peuvent déposer un fichier 3D des fichiers 3D sur leur entrepôt virtuel afin de dématérialiser leur stock. Et ils peuvent commander à la demande le nombre de pièces nécessaires. Mais c'est nous qui orientons la technologie et la matière, donc pas besoin d'être un expert. Si on a vraiment envie de mieux connaître les technologies d'additifs, on a aussi des formations qui sont possibles sur site auprès de vos équipes techniques pour pouvoir faire monter en compétence les équipes, qu'elles puissent concevoir pour la fabrication additive, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des pièces qui seront les plus optimisées et les moins coûteuses possibles. Et donc par rapport à ça, on peut aussi vous aider à monter en compétence sur ces technologies-là. Si on a des besoins en termes polymères ou métal, c'est couvert aujourd'hui par les prestataires de notre réseau. Après, pour tout ce qui est bicomposants, etc., là, pour l'instant, on est encore en cours de recherche. C'est encore pas tout à fait abouti, mais voilà, consultez-nous et puis on regardera ensemble, par rapport à vos besoins, comment on peut gérer ces besoins-là. Merci Laetitia. 4.0, c'est numérisation, c'est Internet. L'Internet des objets, on en parle beaucoup dans les journaux, dans les médias. On se fait attaquer, on se fait hacker, etc. Un fabricant de machines ose-t-il vraiment aller dans l'IoT, dans l'Internet des objets? C'est une question tout à fait pertinente et c'est vrai que tu mentionnais la résistance au changement qu'on peut avoir face à ces nouvelles technologies. Et de façon assez intéressante, nous, quand on a mis sur le marché les solutions de connexion des machines au-delà du réseau d'entreprise, donc de connecter les machines sur le cloud, avec certaines de ces données bien sûr accessibles par Tornos. Quand on introduit ce genre de solution-là, dans un premier temps, ça a provoqué beaucoup de discussions, d'interrogations, voire de refus par la plupart de nos clients. En seulement l'espace de 3 ans, la politique a complètement changé et aujourd'hui on a des conditions avec une sécurisation dans le transfert des données, avec des solutions contractuelles aussi qui règlent suffisamment bien ces problèmes-là pour que ce soit plus du tout une discussion et n'importe lequel de nos nouveaux clients aujourd'hui ne discute plus le bien fondé et accepte tout à fait d'avoir sa machine liée avec le cloud et d'avoir certaines données qui y sont remontées. Donc oui, clairement, aujourd'hui, il y a des solutions. Alors, c'est clair qu'on doit prêter beaucoup d'attention aux aspects de sécurité. C'est un vrai challenge et il y a vraiment des spécialistes qu'il faut utiliser pour avoir des solutions qui soient suffisamment robustes. Mais aujourd'hui, si on fait les choses correctement, on a des solutions qui sont acceptées par le marché et qui, je crois, répondent aux besoins du marché. Mais les plus anciens dans cette salle se rappelleront l'interface RS-232, qui était une véritable souffrance parce qu'il fallait toujours savoir si le pin 2 et 3 étaient connectés droit ou direct ou croisés, etc. pour avoir la transmission de signal. On a inventé l'USB qui était censé être universel. Et nous savons tous qu'il y a mini, micro, A, B, etc. et qu'on n'a jamais le bon câble USB en face. Finalement, dans le 4.0, il s'agit de faire parler des machines. Et ces machines, elles doivent avoir non plus un connecteur commun, mais un langage commun. Et je prends un article, une publication de Suisse même, voilà qu'on invente UMATI, un langage commun pour les machines, Universal, alors déjà ça commence mal, Machine Tool Interface. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà mature? Est-ce que je peux rêver en achetant un robot qu'il sache discuter avec son petit robot voisin, même s'il est fait par quelqu'un d'autre? Quel est le degré de maturité de ces choses-là? Je ne sais pas qui peut répondre sur la table. Alors,
Moi, je veux volontiers parler de ce sujet-là. Donc, effectivement, c'est ce dont a besoin l'industrie 4.0. Parce que faire communiquer des machines entre elles, ça fait 30 ans qu'on sait faire ça. Donc, ça, c'est pas très nouveau. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que typiquement, les solutions qu'on a développées aujourd'hui pour faire du monitoring de machines à distance, on se dit, mais ça a été rendu possible par des nouvelles technologies. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, on a fait l'exercice inverse et puis on est capable de rétrofiter des machines qui ont été vendues il y a bien des années pour qu'elles offrent les mêmes services. Donc, ce n'est pas du tout un aspect de technologie. Par contre, ce qu'on est en train d'amener, c'est ces couches supplémentaires où, en dessous du bus de terrain, en dessous du protocole, on amène maintenant des données, des structures de données qui sont unifiées, et Umati est celle qui est en train de s'imposer pour la machine-outil. Et c'est vraiment ça qui rend les choses très facilement interconnectables. Alors, Umati est encore une norme qui est en discussion, c'est en évolution. Mais par exemple, nous, on sera présent en tant que Tornos à l'EMO, qui est la grande foire des machines cet automne en septembre. Et il y aura un stand qui va concentrer des données de machines un peu partout dans l'exposition à travers l'interface Umati et des machines de tous horizons. Donc il y aura des décolleteuses Tornos, il y aura des machines de la concurrence, et puis il y aura des machines qui font des activités d'enlèvement de copeaux qui sont très très différentes des nôtres, et probablement des machines qui font autre chose que de l'enlèvement de copeaux. Donc oui, c'est des choses qui sont vraiment très actives aujourd'hui, et on est à bout touchant d'avoir des solutions très très universelles. Olivier, est-ce que ton entreprise qui fabrique des matériaux et des traitements de surface incroyables peut envisager dans un avenir pas trop lointain de rentrer dans ce business connecté, soit du cloud, soit d'une machine qui commanderait elle-même sa pièce de rechange avec un matériau donné, un traitement de surface donné? Est-ce qu'on peut rêver, ou est-ce que c'est à la porte? Je te laisse répondre. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Oui, la réponse est oui, j'aimerais bien rêver. Je pense comme tout le monde. Mais voilà, on reste un tout petit peu réaliste. On est heureux de voir régulièrement nos fournisseurs d'équipements nous parler des solutions qu'ils proposent. J'ai envie de dire que quand même souvent les solutions proposées sont encore assez partielles. Pour moi, d'entendre qu'on arrive vers un langage, on va dire, standardisé, ou encore mieux universel, je pense que c'est une nouvelle excellente. Après, il faut encore trouver comment le mettre en œuvre, et puis trouver des partenaires qui n'ont pas nécessairement dans l'idée qu'ils ont la poule aux œufs d'or à faire fructifier le plus vite possible, de manière la plus forte possible. Parce que finalement, c'est quand même un coût, et il faut bien comprendre finalement dans notre modèle d'affaires quelle est la valeur ajoutée, et finalement qu'est-ce que ça fait, quoi. À la fin, il y a deux choses qui comptent, c'est croître les ventes et puis améliorer le bénéfice. Et puis voilà, de ce point de vue-là, si on veut justifier des investissements. Donc oui, on est intéressé. Maintenant, je pense que pour revenir sur le sujet de la confidentialité, moi, je vais vous parler un tout petit peu du monde de la F1 dans lequel on est très actif depuis maintenant 30 ou 40 ans. Si aujourd'hui je dis, oui, il y a une partie des pièces qui vont être... on va envoyer les plans dans un cloud, et puis ce sera fait quelque part, mais on ne sait pas où, mais c'est un réseau de X sous-traitants à définir, et puis que les pièces arriveront par la poste. Je pense que nos clients F1 auront beaucoup de peine à accepter ce principe. Ou alors ils nous demanderont on va dire une telle dose de certitude, de garantie, de ne serait-ce que, en effet, traçabilité, qualité, que honnêtement, j'y crois pas. Par contre, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être faites comme ça. On a bien sûr besoin aussi de beaucoup de pièces, ne serait-ce que pour l'outillage interne. C'est certainement beaucoup plus pertinent dans ce cas-là. Et puis, pour rebondir sur l'aspect confidentialité, et puis le côté finalement... Industrie 4.0, comment rendre les produits que nous vendons plus intelligents et ajoutent plus de valeur. On s'est confronté il y a déjà une année ou deux, je crois 2 ans, à un sujet de ce type. On a un système assemblé qui est un régulateur de pression d'air qui est monté sur on va dire une partie importante du panel des F1 qui court tous les dimanches. Puis on a proposé à l'un des constructeurs, on a dit, mais vous savez,
vous nous renvoyez ces systèmes assemblés tous les X kilomètres. Régulièrement, vous avez des problèmes, donc c'est branle-bas de combat, il faut regarder, vous voulez qu'on réponde du tac au tac. Mais bon, on vous propose, on va les instrumenter, et puis les données, il faut les remonter. Ça a tout de suite calmé le débat. En gros, c'était c'est très gentil, ça ne nous intéresse absolument pas. Les données qui sont générées par ce système, on va les garder pour nous. On ne veut pas que vous ayez accès direct, on vous donnera les informations dont vous avez besoin. Donc voilà aussi le genre de frein qu'on peut avoir. Alors, vous allez me dire, la F1, c'est plus ou moins anecdotique comme marché, c'est clair. Pour nous, il est important, mais il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse. Mais je pense que ce genre d'obstacle, on va le retrouver dans beaucoup d'endroits. C'est assez naturel. Et après, la question n'est pas de se bloquer là-dessus, mais plutôt de continuer à échanger finalement et de comprendre comment on peut ajouter de la valeur sur les produits directement. Aujourd'hui, on n'a pas encore, de cas très concrets où on peut l'implémenter. On travaille aussi dans l'horlogerie de luxe sur une montre mécanique. Je ne suis pas convaincu que beaucoup de marques aient vraiment envie d'avoir des objets connectés. Quoique, on peut toujours être étonné. Mais bon, voilà. Alors, nous, aujourd'hui, notre travail, tout à l'heure, Eric parlait de technologie de poudre, donc d'additifs avec des matériaux mélangés. Nous, on a une structure qui est aux États-Unis qui développe des matériaux, des composites à matrice métallique. Et aujourd'hui, on développe des poudres pour l'additif, où on vient, c'est des poudres qui mélangent de la céramique et des métaux. Ils sont utilisés, on va dire encore en quantité très confidentielle et sur des marchés un petit peu particuliers, en particulier sur le satellite, mais qui vont dans cette direction de multimatériaux. Voilà. Si je peux juste compléter ce que tu viens de dire. Donc par rapport aux secteurs qui sont un petit peu différents en termes de confidentialité, de sécurité, comme peut l'être la Formule 1 ou l'aéronautique ou le médical, on se rend bien compte que pour des pièces critiques, le fait de pouvoir sous-traiter à un panel de sous-traitants, c'est pas forcément réalisable directement. Par exemple, pour l'aéronautique, on sait que ça peut être le fait de trouver le prestataire qui va convenir, et on n'en aura pas une dizaine par pays, on en aura peut-être un seul par pays, voire un seul par continent. Mais le principe, c'est quand même de pouvoir les aider à répondre à leurs besoins, à leurs enjeux. Et le fait de trouver au moins un fournisseur, c'est déjà quelque chose qu'ils vont valoriser, parce qu'ils sont ils sont dans une réalité qui a changé par rapport à ce qu'on a pu connaître précédemment, et il faut qu'ils trouvent des solutions. Donc le fait de proposer des services qui vont leur donner ces solutions va les ouvrir à d'autres possibilités que celles qu'ils avaient auparavant. Donc voilà, c'est pareil pour le médical. On sait très bien qu'il faut aussi avoir des certifications qui sont pour le médical, donc ISO 13485 par exemple. Et donc c'est pour ça qu'on travaille aussi en partenariat avec des sous-traitants qui sont certifiés et qui possèdent ces normes-là. Eric, si je peux me permettre juste sur un point. Je t'en prie, Frédéric. Yes. Sur les données, c'est un point qui est hyper intéressant pour les entreprises, parce que qu'est-ce que vous entendez au quotidien? Les données, c'est de l'or, et c'est clair. Aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau des PME, et peu importe sa taille, les données commencent à les collecter et à les conserver. Ça, c'est assez juste globalement. Après, on vient vers nous en disant, mais je fais quoi de ces données? Et là, on vient sur les notions de langage universel, de mettre finalement une certaine ordre dans la gestion de ces données. Le premier truc, ils font des data lakes. Alors moi, je vais dire ça vulgairement, c'est des lacs de merde, entre guillemets, on s'entend, mais on met plein de données, mais on les collecte. Mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais les traiter? Comment je vais en sortir des modèles qui vont amener sur du prédictif, du prescriptif, etc. Et je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, on essaye de monter un groupe de travail autour du BIM, Building Intelligence Modeling. C'est quoi? C'est les bâtiments qui sont en amont avec l'architecte. On va pouvoir concevoir le bâtiment, on va mettre des informations sur si je déplace telle canalisation, qu'est-ce que ça va impacter au niveau du coût, etc. Mais surtout, c'est tous les capteurs qu'on va intégrer dans le bâtiment. On prend des centres hospitaliers, ils sont suréquipés de BIM et de capteurs. Ils collectent des millions, voire des milliards de données, comme les smart cities, les villes intelligentes. Il y a des capteurs de partout, de bruit, de son, de pollution, pour les places de parc, etc. Et là, on est venu vers nous en disant, mais en fait, ces données, j'en fais quoi? Et c'est quoi le mode de gouvernance? C'est quoi la standardisation?
Et là, on se met autour de la table. On discute avec la FTI, la Fondation des terres industriels, les CITG, les HUG, en disant on a ces données, comment on travaille ensemble. Et ça, c'est clé. C'est comme aussi l'échange des données, etc. On parle beaucoup de choses, mais la blockchain, c'est un gros buzzword. C'est l'échange d'informations, c'est comment de quelque chose de centralisé, on passe à distribuer. Et comme on dit à chaque fois, il faut prendre des cas pragmatiques, des petits cas. Et je prends un cas de l'aéronautique. On a lancé un groupe de travail sur la blockchain au service de l'aéronautique sur un point très précis, sur l'étalonnage des systèmes de contrôle. Pourquoi ? Parce que quand on a des audits, on doit certifier comme quoi tous les appareils de contrôle ont bien été étalonnés, sont bien clean, etc. Et le groupe de travail où on a 5-6 sociétés de l'aéronautique nous disent à chaque fois on se fait choper la main dans le sac, on a raté un truc, etc. La blockchain, elle peut être hyper utile là-dessus. C'est d'être sûr qu'au bon moment, il y a le bon certificat, etc. Et l'idée, elle vient d'où ? Elle vient simplement, si vous connaissez un petit peu, là, c'est juste l'exemple aussi par rapport à ça, c'est au Valais. Il y a une société genevoise qui s'appelle WeCan, qui au Valais a mis en place, suite à la demande de l'Office de tourisme, l'utilisation de la blockchain pour les personnes qui vont accompagner au niveau de... J'ai perdu le nom et pas les guides de haute montagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se déclarent guides de haute montagne, mais ils n'ont pas de responsabilité civile, ils n'ont pas eu la formation, ils n'ont pas le brevet de secouriste. Et l'Office de tourisme a dit c'est un marasme. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Maintenant, tout guide de haute montagne a un code, un QR code, il est scanné, et à travers ça, donc c'est sous la blockchain comme les smart contracts, etc., on sait qu'il a eu le certificat à tel moment, qu'il a bien NRC, etc. Et ça, c'est des cas très concrets, et c'est comme ça qu'on peut gagner aussi, c'est en prenant du pragmatique, du cas bien précis, de faire du micro et de commencer à augmenter sur le micro. Et c'est vrai que ces notions de données, elles sont totalement clés. On entend parler tous les jours et c'est hyper important. Oui, les GAFA, etc. sont en train de se gaver de données, mais vous aussi, industriels, vous avez vos données qui sont hyper précieuses. Et ça, c'est hyper important de passer le message. Philippe ? Et au-delà de les collecter et tout ça, je crois que le défi, tu en as parlé un petit peu, mais je vais rebondir là-dessus sur un exemple, c'est la structuration de ces données. Se mettre d'accord de finalement, aujourd'hui, en parlant avec des data scientists, qui est un mot à la mode aussi, franchement, quand on leur file, t'as dit quoi, un data lake, pour être poli, s'ils sortent une valeur ajoutée, ils nous disent eux-mêmes c'est du bol. Et il y a des fois c'est du bol, et ça en fait des buzz. Mais tout le monde a entendu parler de Watson, IBM, dans le domaine du médical. En fait, ils ont récupéré quelques centaines de milliers de dossiers de patients anonymisés et ils se sont régalés parce que la médecine, elle l'a fait depuis des années sous la pression finalement de ceux qui remboursent, des caisses maladies, etc. On leur a demandé d'avoir un langage commun pour qu'un mot, et puis c'est quand même pas mal quand on en est là, quand on annonce un cancer, etc., que les mêmes mots veulent dire les mêmes choses. Donc c'est un boulot qu'ils ont fait il y a, je sais pas, 20 ans ou quelque chose comme ça. Donc faire tourner des algorithmes sur des milliers de dossiers où les mots veulent dire les mêmes choses. Alors ouais, là, il y a une vraie valeur ajoutée que tout le monde va comprendre. On met finalement en commun tout ce que les médecins ont réussi à... C'est rien, c'est ma femme. Enfin, non, c'est pas rien, allez pas lui dire ça. Et tout ce que finalement on aura accumulé comme compétences dans différents médecins, etc., etc. Puis maintenant, ces mêmes IBM et Watson... Ils se sont dit, mais on va faire la même chose dans l'industrie. Pour eux, l'industrie égale l'Allemagne, okay, et l'automobile. Ils ont installé une tour, j'ai été les voir, en face de la tour de BMW à Munich. Ils ont fait venir des data scientists de la Silicon Valley, de Boston, etc. Ils les ont foutus en face en disant, allez, on fait la même chose. Ça fait 3 ans qu'ils y sont. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et de l'aveu même d'eux, c'est de dire, ouais, ben... compliqué, les data scientists avec des gars de la mécanique allemande qui montent de l'automobile, avec des mots qui sont utilisés mais qui ne veulent pas dire forcément les mêmes choses. Et nous, pour revenir à notre culture, quand j'ai essayé d'embarquer les boîtes aujourd'hui en leur disant mais il y a une source de données que vous avez qui n'est pas exploitée, c'est l'ERP. On a rempli toutes les cases qu'on nous mettait à disposition dans ces ERP, c'est la peur du vide, donc on remplit. Et on dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'exploiter déjà avant d'attendre du machine learning basé sur des données de capteurs de SAV, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà utiliser tout ce qui a été rentré depuis des années dans les rapports d'intervention de monteurs ? Et puis là, de l'aveu même de ces boîtes, c'est tellement le merdier que non. Parce qu'un mot ne veut pas dire la même chose d'un gars à l'autre. Et c'est là le défi aujourd'hui. C'est bien beau de parler de données, etc. Ça revient au lac de merde, quoi, finalement. Mais il y a un truc, et ça c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'on doit se mettre ensemble, et c'est ce que tu me dis, ces groupes de travail dans un domaine particulier. On revient à ces Smart Factory allemandes et tous ces logiques-là en commun.
Il y a 2 ans, j'ai fait un article où je me suis fait allumer derrière en disant que cette technologie n'était pas dans l'Arc Info, personne, enfin rien. Et de dire que cette révolution n'est pas technologique, elle est culturelle. Ouais, elle est avant tout culturelle. C'est qu'on arrive à se foutre ensemble dans une même logique de chaîne de valeur et d'intérêt commun. Les communautés d'intérêt, à la version anglo-saxonne du terme, où c'est dans leur culture, on doit arriver à les faire chez nous. Mais ça, c'est lutter contre pas mal de trucs qui nous font peur. Alors, Philippe, concrètement, pour se former au 4.0, on peut participer à des tables rondes. Vous êtes là, C'est c'est déjà parfait. pas mal. Hein? Maintenant, tu es directeur d'une école d'ingénieurs. Avoir des ingénieurs en microtechnique, en mécanique, facile. Ingénieur 4.0, c'est quoi? Comment peux-tu former les gens? Alors là, je rejoins le mot qui a été utilisé par Fred, c'est pas un gars. C'est justement ça le défi. C'est plein de gars qui doivent se comprendre. Décloisonner, c'est ça. C'est que les gars qui sont... Je vais revenir à l'impression 3D. Pourquoi ça? Pourquoi c'est symbolique de cette révolution quand on parle d'outils industriels, enfin d'outils de fabrication? Parce que franchement, on conçoit en 3D, on passe dans un post-pro qui slice en couches, et on balance, c'est le fichier de fabrication, on balance à la machine, ça fait la pièce. Maintenant, on compare avec les méthodes traditionnelles de fabrication. Combien d'étapes? Entre ceux qui vont concevoir, ceux aux méthodes qui vont tout reprendre, parce que c'est des cons ceux qui ont conçu. Non, c'est pas des cons, mais ils n'ont pas pensé à la fabrication. Ensuite, les méthodes qui passent à la prod, et la prod qui dit, vous foutez de notre gueule, c'est sur cette machine qu'on va le faire, donc ce que vous nous avez pondu, ça marche pas, donc on reprend encore ça. Et toute cette maquette digitale, à l'origine, elle porte ni notion de qualité, ni notion de faisabilité, ni notion de coût, de précision, rien. Que dalle, en termes d'outils de fab. Là, on doit révolutionner. Là, les gens qui font de la maquette digitale doivent se dire, mais ouais, il y a des trucs à intégrer, il y a des trucs à remettre au niveau où ça doit l'être. C'est quand on conçoit, on sait comment on va le fabriquer. Et ça, c'est un des défis majeurs, parce que l'impression 3D, je vais être désolé avec vous, avant qu'elle réponde à la précision, la qualité, tout ce qu'on veut, je pense qu'on a meilleur temps de travailler sur les enlèvements de matière encore aujourd'hui et à révolutionner la chaîne de valeur là-dedans. Mais c'est personnel. Je peux répondre? Bien sûr, Laetitia. Alors, tout dépend ce qu'on attend de l'impression 3D, c'est sûr. Hein. Si on veut faire des mouvements de montre aujourd'hui, c'est pas la bonne solution. L'impression 3D, elle vient répondre à des enjeux d'allègement, d'efficacité, par exemple, rajouter des fonctionnalités sur une seule et même pièce, de design, de flexibilité ou de liberté de design. Et elle permet d'avoir des pièces qui sont beaucoup plus... qui sont très complexes, en fait. Donc le fait de pouvoir réaliser ces pièces-là par impression 3D, c'est une révolution. Après, c'est pas pour ça que l'impression 3D va complètement remplacer l'usinage, l'injection ou toutes les autres technologies. On est d'accord avec ça. Mais c'est juste que c'est sur certains points qui sont... sur certaines pièces qui sont vraiment éligibles et qui sont des pépites si on les fabrique par l'additif, ça peut vraiment ça peut faire la différence par rapport à la concurrence. Laetitia, je peux défendre juste en un mot, mais c'est l'impression 3D. Je vous invite tous à regarder Carbon 3D Adidas. Si vous n'avez jamais vu la vidéo, aujourd'hui c'est la notion de personnalisation. Il y a un phénomène qui se passe aussi, c'est que c'est comme la blockchain. Au lieu de faire quelque chose qui soit centralisé, on fait distribuer. Il y a un phénomène aussi où les centres de production se rapprochent des centres de consommation. Et Adidas, on vient prendre l'empreinte de vos pieds. On n'a pas de pieds qui sont 100% symétriques. On vient scanner et à côté, on a une imprimante 3D avec des flashs de lumière sur des polymères qui vont sortir la semelle. Et là, on parle vraiment de personnalisation adaptée. Et ça, c'est hyper important. Cette notion de déstructuration, elle est totalement là. Un côté disruptif aussi que j'adore, après on aime, on n'aime pas, mais les tailleurs de costumes sont très connus pour la qualité en Inde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous envoient chez vous une combinaison. Vous l'enfilez, vous avez une application smartphone, vous faites le tour de votre corps, ou votre femme fait le tour du corps, ça prend, grâce au point de capteur, vos dimensions parfaites, ça les envoie, et vous recevez 10 jours après un costume 100% taillé. Il n'y a plus besoin d'aller chez tailleur ou qui viennent. Donc toutes ces notions-là de disruption, elles existent. Par contre, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une notion de niveau de maturité des technologies. Et dans certaines technos, oui, elles ne sont pas là pour des applications précises et concrètes. J'aimerais revenir au niveau de la formation. Il y a des demandes et il y a des offres. Je ne sais pas qui veut intervenir au milieu dans la table, pas nécessairement au milieu. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme compétences dans les gens que vous engagez en termes 4.0? Pierre? Oui, c'est une question large. Hein. Comme on a vu,
cet aspect d'industrie 4.0, c'est pas seulement un aspect technologique. Donc, bien sûr, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de gens, d'informaticiens très habiles, qui deviennent aujourd'hui des data scientists, qui sont bien formés sur les technologies nouvelles, sur du machine learning, sur l'intelligence artificielle, sur le traitement des grandes quantités de données, sur toutes ces façons délocalisées de stocker l'information. En même temps, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi besoin de gens qui sont capables de changer nos processus internes. Alors bien sûr, on a des managers pour ça, mais qui eux-mêmes ne sont pas toujours complètement à jour sur ces éléments-là. Donc je pense qu'il est autant important qu'on forme aujourd'hui de bons ingénieurs, des bons data scientists, des gens qui sont capables d'être transversaux au niveau technique, mais on a aussi besoin de gens qui sont capables de comprendre les défis organisationnels. Olivier ? Oui, oui. Donc, moi, j'aimerais plutôt, en effet, rebondir sur ce que dit Pierre. Moi, je suis particulièrement intéressé aujourd'hui aux aspects de formation continue, parce que finalement, on part de où on est aujourd'hui et on ne part pas d'une feuille blanche. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il y a déjà certaines formations qui existent, mais je pense qu'il y a un véritable intérêt pour qu'il y en ait plus. Qu'on utilise naturellement des technologies on va dire d'apprentissage à distance aussi. Et je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup à apprendre. Et en effet, je pense que la première étape, c'est déjà de pouvoir découvrir dans des cas concrets, des études de cas peut-être, différents pans de l'industrie 4.0 et de leur réalisation. Et ça permettrait en tout cas à beaucoup des acteurs du terrain de dédramatiser ou peut-être de démystifier ce monde-là, et j'espère d'y trouver aussi un bel intérêt. Juste un point pour un exemple d'un projet qui est initié entre la France et la Suisse, ça s'appelle des projets Interreg. Quand on parle de digital numérique transition, on a tous les mêmes challenges, pour être poli. Et on a un projet qu'on est en train de monter qui s'appelle CADICO, C-A-D-Y-C-O, c'est cartographie dynamique des compétences. Et en fait, autour de la table, on a des industriels, de l'arc, on va dire, lémanique, et du côté Rhône-Alpes. Et l'idée, c'est de travailler aussi avec les centres de formation, et de manière dynamique et agile, c'est d'adapter les formations par rapport aux besoins. C'est clair qu'aujourd'hui, quand il y a des formations, on parle vraiment des formations master ou bachelor, parfois ça prend 2 ans les mettre en place. Imaginez, le premier master va sortir 7 ans après. Est-ce que son besoin est adapté ? Et là, on parle tout le temps d'agilité et flexibilité, c'est la même chose pour la formation. Donc on veut cartographier de manière dynamique. Et je prends 2 exemples concrets, je peux vous inviter aussi à passer sur nos stands, mais il y a une formation HES aussi sur le 4.0, qui s'adapte aussi par rapport aux besoins sur le 4.0, et c'est important de ce côté-là. Je prends l'IFAGE, qui est un centre de formation pour les adultes. Ils ont lancé une formation sur le BIM, totalement important aujourd'hui quand on a besoin de maîtriser ces technologies-là, comme ils ont la formation sur le polissage. Donc c'est vraiment ces notions de grand écart. J'ai un besoin, et comment la formation, et ça c'est important, aux donneurs d'ordre, aux SIDA et aux politiques de l'éducation, d'adapter les formations par rapport aux besoins du marché. Et aux besoins d'une certification. Tu parlais des guides de montagne, c'est la même chose. C'est comment on transforme quelque chose de rigide aujourd'hui, où on va être certifié, puisque les gens, quand ils viennent se former, ils veulent à la fin qu'ils puissent dire « je suis certifié là-dedans », sans passer par 2 ans. Comment on rend agile tout ça ? Aujourd'hui, on n'a pas de cadre là-dedans. Et c'est ça qu'il faut aussi remonter à un niveau, oui, politique, et c'est là où ça devient difficile des fois, Fred. Je vois pas de quoi tu parles. Non, je vois pas de quoi tu parles. Voilà, les employeurs veulent des gens qui soient efficaces, les gens veulent une certification derrière, parce que sinon, ils se retrouvent coincés, etc. On n'a pas le cadre aujourd'hui. Et oui, de la formation continue, mais comment on mixe les deux pour que demain, un gars qui aura fait pendant 2 ans les efforts, répondant à son employeur de ça, peut-être pas dans un truc tout formalisé dès le départ, sorte en se disant « ouais, j'ai un titre de master à la fin ». Et ça, typiquement, non. On est toujours hyper rigide, on est bloqué dans des années 70 voilà. Youpi. Je sais pas s'il y avait quelqu'un dans la salle qui pourra nous aider. Mais... Alors, je vous remercie d'avoir écouté nos conférenciers, nos intervenants. Je vous avais promis une demi-heure d'interaction avec vous. J'attends vos questions. J'en vois une. Oui, bonjour, Matteo Mazzeri. Merci pour votre table ronde. J'ai juste un petit point sur le 4.0. En fait,
Je pense que tant qu'on met des chiffres fixes comme ça, on est dans une mentalité de transition. On va d'un point A à un point B. Alors que si on s'inspire un peu de l'informatique où tout ce changement a vu le jour, et on va regarder les navigateurs Internet, ils ont arrêté de mettre les numéros de version. Pourquoi ? Parce qu'ils sont rentrés dans un changement continu. Et c'est dans un changement continu qu'on se trouve aujourd'hui, effectivement. Donc, arrêtez de mettre des numéros, des chiffres qui nous font rentrer dans une mentalité des transitions va pas nous permettre d'intégrer la notion des temps nécessaires à ces changements continus. Parce qu'on parle de formation continue, on parle de travailler ensemble, mais où est-ce qu'on a dans notre logique, aussi bien politique, industrielle que de formation, les temps nécessaires pour nous trouver ensemble et discuter, les temps nécessaires pour apprendre de façon continue, mais non seulement via en formation, dans la vie de tous les jours des entreprises. Donc, c'est une petite provocation là. Merci, ce n'est pas une provocation, c'est un point pertinent. 4.1, point 2, point 3. Je rajouterais Deuxième peut-être question. juste, Oui, je rajouterais peut-être juste qu'on parle aussi d'industrie du futur, et pour moi c'est aussi un abus de langage et qu'il faudrait carrément mettre industrie de maintenant, parce que si on attend le futur, justement, ce sera trop tard et on risque d'avoir un effet Kodak qui pourrait arriver. L'effet clic-clac Kodak, un mot peut-être dessus, parce que c'est peut-être pas très clair. Ah voilà, le fait de passer à côté de l'appareil photo numérique pour Kodak et donc de se faire devancer par ses concurrents et de péricliter au final. Pourtant, clic-clac, ça sonnait bien 1-0. Mais voilà, C'est vrai. match nul. Une autre question ? Elle peut couvrir tous les aspects, tellement on est large. Il n'y a pas de question sotte, comme je disais. Bonjour. Et le lean dans tout ça, où est-ce que vous le placez ? Le quoi ? Le lean management, pardon. Alors Olivier. le lean, l'hypothèse de base, c'est que tout ça c'est déjà fait. Mais, voilà. Donc parce qu'on est à l'industrie 4.0, etc. Mais faut être réaliste. Il y a des choses qui datent des révolutions précédentes qu'il faut encore mettre en place, très concrètement. Donc, et ça, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point, mais soyons très concrets. En tout cas, chez nous, on a encore plein de choses lean à faire. Donc on n'a pas fini de 3.9. Eric, si je peux me permettre, le lean, c'est clair, c'est une très bonne question. C'est que c'est un des premiers steps aussi quand on va acter la transition, c'est comment est-ce que je dois me réorganiser en fait pour absorber ces outils que je vais intégrer, etc. Et dans l'absorption, on parle de lean manufacturing, oui, c'est le process, etc. Le lean development, souvent on a la pression pour réduire les time to market entre l'idée du produit jusqu'à la mise sur le marché. Et à nouveau, c'est l'humain qui est à cœur dans cette organisation-là. Et c'est toujours la première question aussi à se poser. C'est que les outils ne sont pas une finalité en soi. Clairement, c'est juste des outils, on tire des tiroirs. Et c'est en prenant ces tiroirs, c'est comment moi, je vais m'adapter sur ces briques technologiques et comment on va finalement pouvoir se réorganiser. Et le lean, c'est pas parce qu'on l'a fait que c'est terminé. Verticalisation, etc., de nos stocks, non. Ça, c'est continu aussi. C'est toute cette notion de dire, c'est pas du 4.0 sur mon lean, c'est toute ma vie que je vais devoir faire du lean et me réorganiser. Parce que celui qui a réussi à faire du lean, bon premier coup, je demande qu'il vienne vers moi puis qu'il me dise comment il a fait. Bonjour, j'ai une petite question par rapport à l'horlogerie, qui est un produit mécanique traditionnel et une industrie 4.0. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance vis-à-vis pour le client ? C'est un sujet que j'adore, mais je ne sais pas s'il y en a qui veulent parler avant. Mais je ne donnerai pas le nom, mais j'ai travaillé pour une marque horlogère. Alors du coup, si vous allez taper mon nom sur Internet, vous allez trouver. Mais il y a une question qui s'est posée sur le lean déjà, parce qu'il y avait la notion de dire aujourd'hui, cette marque-là cartonne, marche bien. C'est des volumes qui sont assez conséquents mais confidentiels malgré tout. Et puis à un moment, les vendeurs en boutique, chaque année on faisait le World Meeting. Et puis les vendeurs ils disaient c'est marrant parce qu'il y a encore 2 ans en arrière, les clients venaient et puis disaient vous avez quoi pour moi ? C'est cool ça quand on est vendeur. J'ai ça à disposition. Aujourd'hui les clients ils viennent en boutique en disant je veux cette référence-là et j'ai vu qu'elle a tel prix d'ailleurs aux États-Unis, moi je veux que la... Et là ça change totalement. Oui c'est bien, je fais de la pub pour la formation 4.0. Mais donc là, il y a un changement de paradigme. Et la question que la manufacture s'est posée, c'est de dire, en fait, moi, je lance des OF de 20 à 100 à 200 montres. Est-ce que je suis capable de lancer un OF unique ? Et là, il y a tout ce changement-là. Et les horlogers, bien entendu, ils sont impactés par rapport à ça. L'autre chose aussi, vous pensez que le produit de luxe, la montre mécanique, parce qu'on est dans ce cadre-là, c'est un produit émotionnel. Value for money, expérience client.
L'innovation, elle est primordiale. Nouvelle génération de matières, avec un prix défiant toute concurrence, un storytelling, etc. L'additive manufacturing, les horlogers, ils sont déjà aussi sur des pièces de boîte, etc. L'horlogerie a un driller et ça tire aussi vers le haut. Et eux, l'industrie 4.0, bien entendu, la machine-outil. Les horlogers, ils intègrent des machines-outils connectées, etc. L'interopérabilité, d'assurer que ça produit de manière continue, qu'on est bien en flux tendu, qu'on arrive à répondre aux besoins. Donc, et l'horlogerie, j'adore dire, j'étais chez Caran d'Ache hier, juste pour l'exemple, mais c'est tous des mondes qui sont totalement communs. De produire un crayon, de produire une montre, de produire des biens au niveau de, je sais pas, l'aéronautique, etc. Mais il y a les mêmes challenges, il y a les mêmes besoins. Et c'est clair que les horlogers sont dedans. Et les consommateurs sont de plus en plus prêts à accepter des nouveautés, et notamment en lien avec les nouvelles technologies. Si je prends l'exemple des mascaras Chanel qui ont été faits par impression 3D, on voit très clairement la fabrication avec les strates. Et pourtant, ils en vendent des centaines de milliers. Et je pense que ça n'aurait pas été possible il y a quelques années. Mais le fait de rentrer ces nouvelles technologies dans les mœurs, ça permet aussi d'avoir des consommateurs plus avertis. Et le potentiel, parce que, je veux dire, on est dans la merde, soyons clairs. La planète, c'est mort. Je veux dire, on hésite à dire c'est trop tard ou pas trop tard, mais enfin, on est vraiment dans la merde, quoi. Le potentiel qu'on arrête nos conneries, à donner à un marketing d'imaginer ce que le consommateur voudrait éventuellement, à fabriquer à grand renfort de volume, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à garantir des coûts, et ensuite à pousser avec une logistique mondiale vers des consommateurs en grand renfort de pub, en leur disant c'est ça que tu as besoin. C'est notre principe de commerce aujourd'hui. Si on inverse, si on dit juste finalement, ok, on est capable de produire ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, à la demande. Je vais prendre l'exemple d'une armoire. Ça m'est arrivé l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai déménagé, acheter une armoire. Aujourd'hui, qui rentre dans un appart, vous allez dans des magasins de meubles, machin, vous regardez, il n'y a jamais le bon produit qui est là. Donc on vous fait un 3D. Alors franchement, c'est ridicule sur un truc, et là déjà c'est du 4.0. Mais honnêtement, il y a toutes les technos pour que demain le vendeur de meubles il débarque chez vous, il colle des lunettes connectées, des lunettes à réalité augmentée sur la tronche, qui vous projette son catalogue de meubles et qui vous disent vous voulez jusqu'au plafond, pas jusqu'au plafond, la prise on l'évite pas. Couper une planche, vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui ça coûte plus cher ou pas la taille qu'elle fait, c'est le même prix. Comment on organise ça pour que demain vous ayez une armoire, ok? Vous savez, j'ai été chez Ikea finalement, parce que c'était le truc qui rentrait le mieux de chez nous. J'ai attendu 3 semaines, parce que j'ai demandé la livraison. Et le montage. Ok, je suis un feignasse. Mais 3 semaines, je l'ai attendu. J'achète des armoires toutes les années? Non. Toutes les 10 ans, on va dire, ou 5 ans, j'en sais rien. Je peux attendre 3 semaines? Ouais. La preuve, je l'ai fait. Peut me le couper sur mesure? Franchement, oui. Si on organise ça d'une manière ou d'une autre, avec des données qui sont capables de naviguer depuis le moment où j'ai cliqué en disant ouais, je veux commander ça, chez le fournisseur qui coupe une planche de 10 cm de plus ou pas, je payais après plus cher. Je paye plus cher? Ouais. 20% de plus pour avoir l'armoire sur mesure? Ouais. C'est pas un invest que je vais faire chaque année, j'ai envie de ça. Et c'est là le défi. Et on inverse tout. Et on économise. Franchement, il n'y a pas besoin de faire des études. Beaucoup. Pour comprendre que là, on va sauver la planète. Parce que le gâchis qu'on est en train de faire dans cette logique où on pousse vers des consommateurs des trucs qu'ils n'ont pas besoin, et c'est là où on doit être malin. C'est là où on doit amener quelque chose d'autre. Et c'est là où on a des codes dans les produits qu'on propose, nous, Suisses, dans les medtech, dans l'horloge, dans le luxe, dans la joaillerie, d'arrêter de pousser des trucs qu'on a été jusqu'à racheter des stocks en boutique dans les maisons de luxe parce qu'on ne voulait pas les solder. Non, 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 on n'en parle pas. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire avec ce 4.0. Et juste Eric, un point, Oui. un point qui a une boîte de Pandore qui est ouverte qu'on n'a pas abordé plus que ça, c'est le développement durable. Et dans la transition numérique et digitale, le développement durable est un des piliers hyper importants. On entend parler de quoi aujourd'hui? On entend parler des drones. Oui, dans la logistique, le dernier mile, c'est hyper important. La Suisse se positionne comme leader mondial des drones. Un exemple à Genève, on est en train de porter un projet européen sur les drones taxis, transport d'accidentés par drone. C'est vachement plus sympa qu'un hélicoptère, ça passe partout, on peut sauver des vies. Et en même temps, le drone, quand il va passer au-dessus de la circulation, il va donner des informations. On parle d'énergie hydrogène. Il y a des projets qui sont en cours sur des camions hydrogène. Donc tous ces sujets-là sont hyper importants. Et même dans le milieu du luxe, c'est important de se dire quel est mon impact environnemental.
Et ça, c'est hyper important, il ne faut pas l'occulter. Là, à nouveau, c'est l'humain qui a cœur de tout ça. C'est notre planète qu'on doit protéger et les technologies, malgré tout, peuvent être là, être un élément accompagnant pour essayer de faire le mieux qu'on peut. Mais la notion de durabilité dans l'énergie, le transport, et rien que sur la consommation électrique, on parlait d'IoT tout à l'heure, il y a une société qui se trouve à Fribourg qui s'appelle Geberit. Ils ont mis de l'IoT sur les capteurs rien que pour la consommation énergétique. Ce qui sauve par année, il y a 6 chiffres. Donc je vous imagine combien de milliers de francs ils arrivent à sauver par année grâce à ça. Et ça, c'est hyper important. Donc ces technologies aussi sont des outils intéressants pour le développement durable. Qui a une bonne idée? Qui en a besoin d'idées? Comme j'ai dit, les ingénieurs, c'est facile à trouver. Je suis désolé, Philippe. Ça se trouve, ça se forme. Microtechnicien, mécanicien, informaticien, c'est bon. On sait les former. Ingénieur 4.0. Et ingénieur, c'est déjà une erreur de dire ingénieur. On n'en fera pas. C'est ensemble. C'est l'intelligence collective. Un des premiers trucs que Fred a dit quand il est intervenu. C'est là-dessus qu'on doit bosser. Est-ce qu'il y a des juristes ici? Si pour la taxation des robots, t'oublies. Tu parles pas Xavier Auberson sur la taxation des robots, je te tue. Non mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, beaucoup de changements de paradigme. On en est tous les acteurs, quelle que soit notre formation, qu'on soit biologiste, ingénieur en sciences des matériaux, ingénieur en whatever. Eh bien, on a tous à intervenir là-dessus, on a tous une place à trouver et des interactions nouvelles à créer. Quelque part, en étant disruptif, on peut déclencher des tas de nouvelles opportunités. De temps en temps, elles sont extrêmement banales. De temps en temps, ce petit disruptif a des surprises fiscales. Je veux dire, vous prêtez votre trottinette à votre voisin, vous l'électrifiez, et d'un seul coup, vous en mettez 100 000 dans une ville. Et là, il y a une incidence fiscale, il y a une incidence juridique qui commence à apparaître, qu'il n'y avait pas avant. Donc il y a des choses qui ne sont pas prêtes, mais on y travaille tous pour aller de l'avant. 4.1, point 2, point 3, on a retenu. Pourquoi 4 ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez devant vous un panel de personnes qui sont là, captifs pour quelques minutes encore. Profitez-en. Merci de votre attention. Je vous souhaite un bon salon. Au plaisir.